Mesdames et messieurs, merci de votre présence. En réponse à l'activation de l'article 49, alinéa 3 de notre Constitution par le Premier ministre, nous discutons ce jour de 2 motions de censure déposées afin d'empêcher l'adoption du projet de loi réformant les retraites. Par souci de l'intérêt général, nous voterons la motion de censure qui demande le retrait pur et simple de cette réforme. En revanche, nous ne voterons pas celle qui évoque un allongement de l'âge de départ à la retraite et la fin, par principe, des régimes spéciaux. Je regrette que le sectarisme de certains ait empêché le rassemblement sur une seule motion afin de porter la voix des millions de Français opposés à cette réforme. Mais je suis sûr que le temps du rassemblement finira par arriver. Je regrette également que nous ne puissions pas intervenir dans l'hémicycle sur ces motions. Alors pourquoi vouloir censurer le gouvernement ? Car il apparaît une nouvelle fois clairement qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe gouvernent sans le peuple, voire contre le peuple. Cela se traduit par un double mépris. Premièrement, mépris du peuple, étant donné que c'est l'article 11 de la Constitution qui aurait dû entériner ce texte et non le 49. C'est bien par référendum que les Français auraient dû valider ou non cette réforme, et c'est dans cet esprit que nous avons d'ailleurs voté la motion référendaire présentée et refusée par la majorité. Chacun s'accorde à le dire, la réforme des retraites concerne tous les Français, touche à un des piliers du modèle social français. En conséquence, il revenait au peuple et à lui seul de trancher le débat qui engage son avenir. Emmanuel Macron préfère passer en force et le faire voter par un Parlement dont l'absence de représentativité devrait scandaliser tous ceux qui sont attachés au pluralisme et à la démocratie. En outre, malgré les contorsions du gouvernement et de la majorité, on est bien loin du programme présidentiel d'Emmanuel Macron, j'y reviendrai. Le mépris du peuple, c'est aussi le calendrier de la mise en œuvre de cette procédure. On apprend vendredi qu'un Conseil des ministres extraordinaire consacré à la crise sanitaire liée au coronavirus va se tenir, et samedi, le gouvernement décide de recourir au 49.3. Même en période de crise, avec un cynisme que chacun lui reconnaît maintenant, le gouvernement use d'une manœuvre indigne pour faire passer son odieuse réforme. Le mépris du peuple, c'est également celui de lui avoir menti. Je dis bien menti. Je voudrais, à ce titre, vous rappeler l'un des échanges que j'avais eus avec Emmanuel Macron sur la question des retraites lors du débat d'entre-deux tours de la présidentielle. Je cite Emmanuel Macron. « Moi, ce que je propose, c'est de garder un système, mais de le faire, d'avoir un système juste. Je ne propose pas du tout de toucher aux complémentaires ou autres. Donc, me dit-il, ne mentez pas aux gens. » Ce à quoi j'avais répliqué, le régime unique, c'est ça. C'est la disparition des complémentaires. Et Emmanuel Macron de répondre, non, c'est déjà un régime sur la base qui soit le même pour tout le monde. Le texte imposé par le gouvernement va donc clairement au-delà du programme présidentiel d'Emmanuel Macron. Le gouvernement ment donc en se référant à une promesse de campagne. Sinon, c'est qu'Emmanuel Macron avait déjà ce texte en tête et que c'est lui qui mentait. Le mépris du peuple, c'est aussi Édouard Philippe, qui en 2016 expliquait sur le 49.3, je cite toujours, « Ça n'a jamais été une arme destinée à museler l'opposition, c'est une arme destinée à museler la majorité. C'est quand le gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée, quand il n'est pas sûr de faire adopter un texte par l'Assemblée qu'il utilise le 49.3. Où est la cohérence ? Où sont les convictions ? Quelle considération a le Premier ministre pour le peuple pour lui dire ainsi tout et son contraire à quelques années d'intervalle ? Enfin, le mépris du peuple, c'est aussi la remise en cause d'un modèle social qui fait partie intégrante de notre identité. Notre modèle social, c'est un héritage. Et nous, responsables politiques, n'en sommes que les dépositaires, pas les propriétaires. Notre rôle, c'est de l'améliorer, pas de le supprimer, comme si tout ce qui venait du passé était forcément mauvais. Évidemment qu'il y a des choses à changer, notamment dans les régimes spéciaux, mais nul besoin de tout mettre par terre. Certains régimes spéciaux sont d'ores et déjà en voie d'extinction, par exemple celui des mineurs. Mais a-t-on pour autant cassé tout le modèle ? Non, bien sûr. Cette réforme, je vais y revenir, est une réforme à forte teneur idéologique. J'en profite pour développer un point qui me tient à cœur et qui n'a pas tellement été soulevé durant ces débats. Cette réforme porte un coup énorme au principe de méritocratie, principe auquel je suis particulièrement attaché.
En effet, dans le système actuel, avec le calcul de la retraite sur les 25 meilleures années, non seulement vous ne tenez pas compte des accidents de parcours dans le calcul de la retraite, mais en plus vous récompensez ceux qui ont eu une carrière ascendante. En particulier ceux qui ont fait des efforts, voire des sacrifices, pour développer leurs compétences et les mettre au service de nos entreprises. C'est le même principe qui prévaut avec les 6 derniers mois dans le public. Avec le nouveau système, tout compte. Alors pour ceux qui sont dès le début sur de bons rails, qui ont des emplois avec de bons salaires, ça revient presque au même. Mais pour ceux qui, les plus nombreux, ont du mal à trouver leur voie, pour ceux qui enchaînent les petits boulots avant de trouver celui qui va leur permettre de s'épanouir et de servir la société, pour ceux qui, tentant l'entrepreneuriat, échouent, ce qui est relativement fréquent, voire normal, ceux-là garderont toujours une marque indélébile de ces périodes plus compliquées. Et à l'heure de la retraite, cette marque se fera sentir dans le montant de leur pension. Je ne vois donc pas où est le progrès social. Le second mépris, c'est celui du Parlement, bien sûr. Ce mépris s'étalait déjà par le recours massif aux ordonnances. Cela avait d'ailleurs été, je vous le rappelle, noté par le Conseil d'État dans son avis, faisant même peser un risque d'inconstitutionnalité. Comme cela a déjà été dit, ce recours massif aux ordonnances implique que soit la réforme n'est pas prête, et le gouvernement fait preuve d'un grave amateurisme, soit la réforme est prête, mais le gouvernement préfère légiférer dans l'ombre. Vu son empressement à faire voter ce texte, je pense que nous sommes plutôt dans la seconde hypothèse, même si je n'exclus pas la première. Le gouvernement refuse donc que le Parlement joue pleinement son rôle de législateur. Une habilitation à légiférer par ordonnance et une ratification dans quelques mois et le tour est joué, le tout sans débat sur des aspects fondamentaux de la réforme. Évidemment, la cerise sur le gâteau du mépris du Parlement est le recours au 49.3, mais finalement, avec un peu de recul, on voit bien que tout cela était préparé et que le gouvernement a tout fait pour créer des conditions favorables à son utilisation et couper court au débat. En effet, on s'aperçoit que plus on creuse le texte, plus on débat, plus les véritables contours de la réforme apparaissent. La retraite universelle n'est plus qu'un lointain souvenir, le souvenir d'un slogan. La mort des régimes spéciaux a entraîné la naissance de régimes spécifiques. La retraite minimum à 1 000 € ne concernera en fait qu'une toute petite partie de la population. Quant aux agriculteurs, leurs retraites seront revalorisées, mais de plus en plus difficile de savoir quand. Et je ne parle pas des compensations pour les grands perdants de la réforme, elles se chiffrent en dizaines de milliards d'euros, alors que, je le rappelle, le gouvernement nous a survendu un déficit de l'ordre de 8 milliards d'euros et qu'il fallait donc absolument le réformer. Depuis, chacun s'accorde à constater que la facture de la réforme va largement dépasser ce fameux déficit. Bref, plus on travaille cette réforme, plus ses véritables objectifs apparaissent et plus les Français s'y opposent. Je comprends donc pourquoi le gouvernement souhaite mettre un terme au débat. Cette réforme du système des retraites est une vieille revendication des hauts fonctionnaires de Bercy, mais aussi de l'Union européenne. Il faut dire qu'en matière d'austérité, les institutions bruxelloises sont à la pointe. Depuis plusieurs années, en effet, les fameuses, mais trop méconnues, GOPÉ, grandes orientations de politique économique, demandent à la France de réformer son système de retraite. Ainsi, le cœur de la réforme, ce pourquoi elle existe, et ce qui doit être préservé à tout prix pour le gouvernement, c'est l'article 3 du projet de loi. C'est l'intégration des salariés du privé au système universel de retraite. C'est là où on trouve le plus grand nombre de personnes, les plus silencieux aussi, et avec les enjeux financiers les plus importants. En mettant dans les mains de Bercy les milliards des salariés du privé, le gouvernement crée un nouveau levier pour imposer une politique d'austérité. Je ne vais pas vous développer tous les aspects de cette réforme, je me suis exprimé dessus à de nombreuses reprises. Alors aux millions de Français qui de jour en jour découvrent les véritables contours de cette réforme, je veux dire deux choses. Tout d'abord, rien n'est fini. La réforme n'est pas encore votée. Et surtout, Emmanuel Macron ne sera pas éternellement à la tête de l'État. Ce qu'une loi fait, une autre loi peut le défaire. Deuxième chose, vous avez un moyen très simple, très concret pour montrer votre opposition à cette réforme des retraites, c'est votre vote. Ça tombe bien, dans une dizaine de jours, il y a des élections. Alors si vous souhaitez manifester votre opposition à cette réforme des retraites et si vous souhaitez défendre notre modèle social, ne votez évidemment ni pour les candidats d'En Marche, ni pour ceux qui sont soutenus par En Marche. Si vous ne souhaitez pas qu'En Marche crie victoire le 15 ou le 22 mars et accélère le processus, choisissez la seule alternance crédible et votez pour les listes Rassemblement National ou celles soutenues par le Rassemblement National. Certes, les retraites ne relèvent pas de la compétence des maires, mais plus que jamais, ces élections ont un enjeu national.